Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à l'art, à la culture et à la nouvelle cité des arts et de la culture située à la nouvelle capitale administrative, ici en Égypte, et à la nouvelle maison de l'opéra qui vont être inaugurées prochainement. Et finalement, ces instances sont les plus grandes et leurs activités seront les plus intenses au Proche-Orient. Évidemment, la nouvelle cité, la nouvelle capitale administrative est encore en et en phase de construction, mais une vision et une stratégie pour l'art et la culture est en voie d'application, de manière à ce que ce soit un pont pour se connaître, pour mieux se connecter avec autrui, pour ériger des ponts d'entente, notamment parmi la jeunesse entre les différentes cultures, et que ce soit un des outils susceptibles de lutter contre le fanatisme, contre l'intégrisme, pour se comprendre et pour mieux accepter l'autre. Et aujourd'hui, pour nous parler plus de culture, d'art et de perspectives artistiques, aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous Dr Fatma Khalil Mohamed, professeur à l'Université de Helwan. Mais avant, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a fait l'éloge et salué le rôle des forces armées dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité et de l'équilibre stratégique dans la région. Lors d'une réunion avec le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire Mohamed Zaki, en présence du commandant des forces de l'air Abbas Helmi, el-Sisi a rendu hommage aux hommes des forces armées pour leur sacrifice, de manière à mieux instaurer la sécurité de la patrie et du peuple égyptien. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu hier une réunion avec le ministre de la Défense, Mohamed Zaki, en présence du commandant des forces aériennes, le général Abbas Helmi. Le chef de l'État a salué le rôle assumé par les forces armées dans le cadre des succès réalisés dans les domaines de la sécurité et de la stabilité, ainsi que leur capacité à imposer un équilibre stratégique dans la région. Le président a également salué tous les militaires, vu les sacrifices et leur dévouement pour assurer la sécurité et le bien-être du peuple égyptien. Le président a à cet effet évoqué la grande capacité des forces armées égyptiennes et leur remarquable potentialité dans toutes les divisions, ainsi que le développement des systèmes d'armement. C'est dans ce contexte que le président a instruit de poursuivre les dispositions et la vigilance des forces armées pour être capable à tout moment à protéger la sécurité nationale de l'Égypte face aux grands défis auxquels fait face la région. El-Sisi a également passé en revue les résultats des entretiens que le ministre de la Défense avait eus lors de ses derniers déplacements à l'étranger, et ce dans le cadre de la coopération militaire entre les forces armées égyptiennes et celles des pays amis. Il a également discuté des résultats des exercices militaires conjoints récemment effectués avec des unités militaires des armées amies. La pandémie et la deuxième vague du coronavirus et les démarches préventives et aussi les stratégies préventives. Dans ce sens, le chef de l'État a tenu une réunion élargie avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, avec la ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdelghaffar, et le conseiller du président de la République pour les affaires de la santé et de la prévention, Dr Mohamed Awad Taguiddine. Effectivement, beaucoup de questions se posent concernant l'état des choses, concernant la pandémie et son évolution et la deuxième vague. Beaucoup de questions se posent et nous aurons là davantage d'informations dans ce compte.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion élargie avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur Dr Khaled Abdel-Ghaffar, la ministre de la Santé Dr Hala Zaid et le conseiller du président de la République pour les affaires de santé et de prévention Dr Mohamed Awad Tagueddine. Le chef de l'État a examiné l'état actuel de propagation du coronavirus au niveau du pays. Le président a passé en revue les détails relatifs à la deuxième vague prévue aux procédures adoptées par le gouvernement pour contenir la propagation du Covid-19, les rapports sur le nombre des cas, les préparatifs adoptés dans les hôpitaux et par les équipes médicales. Le chef de l'État a également examiné les dernières évolutions par rapport aux vaccins à l'échelle internationale. Il a instruit de soutenir les efforts de la Commission nationale des recherches sur les vaccins contre le coronavirus. La Commission doit être en état d'alerte et doit examiner l'importation des meilleurs vaccins. Le chef de l'État a par ailleurs inspecté lundi 16 novembre un certain nombre de chantiers de construction dans la nouvelle capitale administrative qui comprenaient entre autres la Cité des Arts et de la Culture et le Nouvel Opéra, qui est la plus grande cité artistique et culturelle du Moyen-Orient, saluant la qualité de construction de ce projet. Évidemment, il ne s'agit pas uniquement de bâtiments ni d'édifices à ériger, mais d'un rôle à jouer, d'une stratégie, d'une vision lointaine, ayant plusieurs facettes, plusieurs perspectives. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de notre débat avec notre invité, Dr Fatma Khalil Mohamed, professeur à l'Université de Helwan. Mais avant, voici les détails de ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté un certain nombre de chantiers de construction dans la nouvelle capitale administrative qui comprenait la Cité des Arts et de la Culture, le Nouvel Opéra, qui est la plus grande cité artistique et culturelle du Moyen-Orient, saluant la qualité de construction de ce projet. Le chef de l'État a été informé de l'état d'avancement de ces projets et a écouté une explication de l'évolution des travaux. La Cité des Arts et de la Culture sera construite sur une superficie d'environ 127 acres et comprendra une gamme complète de théâtres, de diverses salles d'exposition, de cinéma et d'orchestres musicaux, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassem Radzi. Le président el-Sisi a également inspecté le Nouvel Opéra, qui est une partie essentielle de la Cité des Arts et de la Culture, et devrait être le plus grand opéra du Moyen-Orient. Il contient une salle principale d'une capacité d'environ 2200 personnes, ainsi que 2 théâtres, un centre de création artistique et un musée de cire. Le responsable du projet a présenté au chef de l'État une explication sur l'évolution de la construction de la Cité des Arts et de la Culture. Le chef de l'État a fait l'éloge du niveau de construction de la cité tout en soulignant l'appréciation du peuple égyptien pour les efforts déployés dans de tels méga-projets. L'art et la culture et la nouvelle cité administrative comprenant un édifice gigantesque pour l'art, la culture, une nouvelle maison de l'opéra.
Il ne s'agit pas certainement d'un édifice ou de pierres superposées, mais il s'agit d'une vision, d'une stratégie et d'un objectif. Pour mieux parler de culture, en Égypte et au Proche-Orient, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Fatma Khalil Mohamed, professeur à l'Université de Helwan. Dr Fatma Khalil Mohamed, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci à vous. Merci, Tout d'abord, l'intérêt d'avoir des édifices aussi grandioses à la nouvelle cité administrative, parmi d'autres très importants, des édifices consacrés à la culture et à l'art, une nouvelle maison de l'opéra. À votre avis, qu'est-ce que ça démontre ? Et bon, vraiment, on a en Égypte cette occasion d'avoir dans notre pays ou dans la nouvelle capitale administrative ce grand gigantesque édifice de culture, d'art qui se forme dans la cité, ou disons la grande cité. C'est la plus grande au Moyen-Orient, la grande cité d'art et de culture au niveau du Moyen-Orient. Cela vraiment donne occasion à notre pays de diffuser beaucoup plus disons de spectacles, de faire des conférences scientifiques, des conférences internationales, faire des représentations théâtrales par exemple, faire de projets. En général, projets scientifiques, faire des concours pour les jeunes, ce qui est beaucoup plus encouragé par Monsieur le Président El-Sisi. Donc ça va c'est sans doute une vision et une stratégie qui complète des événements antécédents, un antécédent d'événements tenus en faveur des jeunes, comme par exemple le Forum mondial de la jeunesse, des conférences pour la jeunesse, le programme présidentiel pour la formation des jeunes leaders. Donc ça fait, à votre avis, est-ce que ça fait partie de cette formation aussi ? Exactement, Madame, ce grand projet, ça fait partie de ce que vous venez maintenant de citer, les forums de la jeunesse, les forums de la formation aussi de la jeunesse au sein du programme de la présidence de l'État. C'est une nouvelle vision pour les nouvelles générations. Les nouvelles générations qui se forment actuellement selon une nouvelle vision avec laquelle on essaye de changer un peu leur vision vers l'avenir. À quoi est-ce qu'ils pensent? À quoi est-ce qu'ils se dirigent? Comment est-ce qu'ils veulent que leur avenir soit formé? En quoi est-ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire les générations, en quoi est-ce qu'elles peuvent, les générations de la nouvelle de la jeunesse en général, en quoi est-ce qu'ils peuvent aider dans le développement de notre pays. Tout ça, ça peut former une partie vraiment de ce grand projet dans la cité de l'art et de la culture. À votre avis, est-ce que de telles instances importantes qui vont faciliter et favoriser très certainement des activités à une échelle très élargie, à votre avis, est-ce que ceci pourrait constituer un pont d'entente entre les différentes cultures, un pont de connaissance, un pont de sensibilisation vis-à-vis de l'autre? Exactement. Exactement, parce que dans les forums de la jeunesse, dans la formation de la jeunesse aussi, au sein de ces programmes-là, on essaye de former non pas seulement la jeunesse égyptienne, mais aussi on a d'autres nationalités qui se forment ici, surtout la jeunesse africaine, la jeunesse du Moyen-Orient et la jeunesse dans plusieurs pays du monde qui viennent pour participer à ces forums.
Alors ça, c'est une vision, on peut dire que c'est une vision future pour former les corrélations entre notre jeunesse et la jeunesse des autres pays. Cela vraiment, ça fortifie les relations, ça encourage les jeunes à connaître l'autre, à s'ouvrir vers l'autre, à former des idées et à sortir de l'ego, c'est-à-dire de sa personne seulement, mais de connaître un autre monde dans lequel il vit. Vous avez occupé auparavant le poste d'attaché culturel au sein de notre ambassade à Paris. Comment voyez-vous l'échange culturel à travers nos bureaux culturels dans les différents pays, notamment la France, avec laquelle nous avons énormément d'accords et nous avons énormément d'échanges et de bourses? Bon, j'ai occupé ce poste, j'avais la chance vraiment de occuper ce poste dans la ville de Paris, auprès de l'ambassade d'Égypte à Paris. Ça, c'était une grande occasion pour moi pour, comment dire, faire ou avoir de grandes relations avec toutes les couches de la société française, parce que on faisait beaucoup d'activités culturelles, d'activités artistiques, d'activités théâtrales, cinématographiques, tout ça, pour exposer, pour projeter aussi notre art, notre culture auprès du peuple français. Même on avait fait beaucoup de représentations musicales, surtout musicales et théâtrales, avec plusieurs équipes et plusieurs troupes musicales qui sont venues de l'Égypte vers Paris pour faire des représentations, pas seulement dans la ville de Paris, mais dans plusieurs villes dans toute la France. Surtout, on avait eu, pour donner plus de densité à notre activité culturelle, on avait participé à pendant toute l'année, il y avait une grande exposition pour la mémorisation de l'anniversaire de Mariette, Auguste Mariette. Alors, la ville natale de Mariette, c'est la ville de Lille. La ville de Lille, en cette occasion, était la capitale de la culture en Europe. Alors, ils nous ont demandé de faire, en tant que bureau culturel, de faire une grande ou très grande exposition dans la ville. Alors on a construit tout un marché à l'égyptienne sur le quai de la ville. On a fait venir du Caire deux grands chanteurs pour faire l'opéra de Aïda dans la ville de Lille. On a fait venir aussi de l'Égypte une grande groupe de derviches tourneurs, c'est-à-dire c'était un groupe formé de presque une vingtaine, même plus de danseurs. Alors, tout ça se faisait non seulement c'est-à-dire sur la scène ou dans le théâtre, mais aussi dans les rues. Alors, les gens voyaient tout ça et se posaient la question c'est qui, pourquoi, et même dans les rues, toutes les rues de la ville de Lille étaient, disons, couronnées avec des panneaux à l'égyptienne. On a fait une grande exposition de pièces de l'Antiquité dans le grand musée de la ville. C'est-à-dire, on a fait beaucoup
d'activités dans la ville de Lille. Ça, c'est une seule ville, mais on a fait beaucoup des activités pareilles dans d'autres villes, comme la ville de Firminy, la ville de Montreuil, Toulouse, Metz, plusieurs pays dans les 4 coins de la France. Quand on parle de capitale de la culture, c'est-à-dire dans différents pays du monde, des fois, des villes sont sélectionnées pour être les capitales de la culture. C'est fondé sur quoi quand on parle d'une ville pour dire que cette ville-là représente la culture et devient un hub ou devient un centre d'attraction pour des événements culturels? À votre avis, quels sont les fondements d'un tel choix en général? Disons une ville, c'est-à-dire, vous voulez dire, on peut dire aussi les critères avec lesquels on choisit une ville pour être la capitale de la culture. Une ville qui est au centre c'est-à-dire de l'endroit qui est choisi pour ça. Une ville là où il y a une très grande facilité pour se déplacer dans la ville même, parce que dans une ville capitale de la culture, ça doit aider au développement du tourisme, par exemple. Ça, c'est la première chose, n'est-ce pas? Alors, façon de faciliter le transport, faciliter le déplacement, faciliter le fait de connaître la ville même, faciliter comment dire, faire de relations entre les institutions même de cette ville et des autres villes dans d'autres pays. À votre avis, dans quelle mesure pourrait-on se servir de la culture et de la propagation de la culture pour, je ne dirais pas influencer ou impacter la culture des jeunes, mais pour remédier à certaines malformations idéologiques, telles le fanatisme, les préjugés, l'intégrisme? La culture, c'est la formation de la personne. Ça, c'est disons, c'est la création qui se fait avec la personne dès son bas âge. Alors, ce qu'on peut faire pour gagner une personne, disons, pour bien former une personne, c'est essayer de changer ce qu'il a dans la tête d'idées fausses. Alors, c'est la culture. La culture, c'est ce qui est formé et ce qui ne change pas. Mais ça change avec le temps, ça change avec les générations. La culture est vraiment les idées qu'on peut avoir dans notre c'est-à-dire dans notre pensée. C'est la façon avec laquelle on peut où on essaye de changer la mentalité de ces gens qui ont des idées, disons, un peu fanatiques, des idées extrémistes. Pardon. Alors, c'est la façon de gagner, surtout les jeunes. Et dans cette période dans laquelle nous vivons maintenant, après les années de 2011 et la suite. Docteur Fatma Khalil, vous avez traduit des livres de l'arabe vers le français, du français vers l'arabe, de l'espagnol vers l'arabe. Et donc, ça aussi pourrait constituer un pont d'entente et un pont de communication, un outil de communication entre les différentes cultures. On essaye de sortir de notre espace limité pour aller joindre les autres. Parlez-nous de cette expérience et dans quelle mesure la traduction littéraire est importante.
La traduction, en général, la traduction, c'est le fait de transmettre une idée d'une personne qui parle une langue vers une autre langue. Ça, c'est la règle générale de la traduction. Alors, pour faire connaître notre littérature, on essaye de la transmettre aux autres. Ça, c'est pour faire la traduction de l'arabe, de notre langue maternelle, vers l'autre langue, c'est-à-dire vers un autre peuple. Mais pour prendre la traduction du français vers l'arabe, ça, c'est mon moyen pour faire connaître une langue à mon peuple, c'est-à-dire aux gens arabophones. Alors, la traduction, ce n'est pas seulement transmettre un mot par un autre mot, mais la traduction, c'est une culture, c'est connaître une culture, une civilisation, un peuple, c'est connaître leurs idées, c'est connaître leur façon de vivre. Parce que dans la traduction, je suppose par exemple que je vais traduire un roman. Alors, dans le roman, l'écrivain même écrit ou nous facilite des idées concernant sa société, concernant la famille, comment elle vit, comment est-ce qu'il essaye de vivre, comment il... par exemple, ils font... c'est-à-dire, c'est la vie en général. Alors, dans la traduction, on vit dans une autre civilisation. Alors, une autre société, si vous voulez dire. Alors, en tant que moi-même, parce que comme je possède l'arabe comme ma langue maternelle, le français et l'espagnol, parce que j'ai terminé mes études supérieures en Espagne, alors c'était ma chance d'apprendre la langue espagnole. Et j'ai essayé aussi de traduire de la poésie de l'espagnol vers l'arabe. Ça, c'était vraiment une façon de connaître de connaître ces gens, les Espagnols en général. La traduction, c'est ce moyen de faire des relations avec les autres. Parce que peut-être en traduisant un livre, je peux me mettre en contact avec l'écrivain, ou bien faire une représentation, par exemple, sur ce livre quelque part. Alors c'est ça le moyen de se connaître et d'avoir des relations entre nous et les autres peuples. Il y avait parfois un dilemme concernant, des discussions concernant la traduction littéraire, comme quoi la traduction littéraire ne serait jamais fidèle, car il s'agit de sentir et de vivre la sensation du poète ou de l'écrivain. Et par conséquent, le traducteur va mettre son empreinte sur la façon de s'exprimer, sur sa compréhension du fondement et de la profondeur du texte. À votre avis, c'est-à-dire c'est pas une traduction scientifique 1 + 1 font 2. À votre avis, est-ce que la traduction littéraire existe à 100%? Ça existe. Mais à 100%, c'est un peu difficile de le dire parce que il y a des textes où je ne peux pas me dire que en traduisant, on transmet. Je dois transmettre l'idée correcte de l'écrivain. Je ne vais pas traduire mot à mot, c'est-à-dire je ne vais pas dire ce mot se traduire en tel mot. Mais je dois transmettre l'idée même, c'est-à-dire donner l'esprit de la langue cible. C'est ça, c'est-à-dire respecter l'idée de l'écrivain et la transmettre correctement et fidèlement à l'autre langue cible. Quand la littérature reflète la culture même de l'auteur. Oui. Dans quelle mesure un traducteur qui vient d'une culture tout à fait différente
serait capable de bien comprendre la culture de l'auteur et de la transmettre à merveille, à 100%? Moi, je vois personnellement, moi, je vois que, parce que je dois traduire d'un écrivain qui a vécu dans une société différente de la mienne. Alors, je dis que je dois comprendre exactement la façon de vivre dans ce pays, dans le pays de laquelle je traduis, moi-même, parce que je dois comprendre comment ça se dit une certaine idée, une certaine façon de parler, des mots. L'argot, par exemple, ça ne peut pas être compris par tout ou par tout le monde. N'est-ce pas? Parce que c'est un système de parler entre un certain groupe qui se forme pour une profession, par exemple. Alors, la traduction, c'est la transmission, disons, comment dire, parfaite de l'idée de l'écrivain. C'est la littérature, disons la traduction littéraire. Comme vous avez dit vous-même, madame, que la traduction scientifique qui est 1 + 1 c'est égale 2, ça c'est autre chose. Parce que c'est transmettre une idée scientifique, une règle de mathématiques, une règle de n'importe. Mais la littérature, ça c'est autre chose. Voilà. Dans quelle mesure, ou à votre avis, est-ce que la création d'un centre aussi grandiose dans la nouvelle capitale administrative pour l'art et la culture, une nouvelle maison d'opéra, est-ce que ceci risque d'empiéter sur les centres de culture se trouvant à l'heure actuelle ici au Caire, sur la maison de l'Opéra du Caire, ou est-ce qu'il y aurait une certaine complémentarité à l'avenir? Exactement, une certaine complémentarité parce que, c'est-à-dire la cité de l'art et de la culture qui se trouve au sein de la capitale administrative, c'est, je peux dire de mon point de vue que ce n'est pas au centre de la ville, au centre du Caire. Alors, ça ne va pas être toujours trop facile d'accéder à la ville, à la nouvelle capitale, mais il y aura une certaine complémentarité entre les centres culturels étrangers qui se trouvent au sein de la ville, les ambassades, les institutions culturelles, les universités. Par exemple, nous, à l'université de Helwan, on a aussi inauguré, mais c'est par vidéoconférence, un complexe d'art et de culture aussi. Ça va servir aussi, alors ça ce n'est pas au centre du Caire, mais c'est à Helwan, c'est-à-dire dans l'université même. Alors, c'est-à-dire dans le campus de l'université de Helwan, et ça va servir plusieurs domaines. Dans les domaines de la culture, de l'art, il y aura des théâtres, il y aura des salles d'exposition, il y a un musée, il y aura des salles d'exposition d'art, il y aura des salles d'artisanat. Alors tout ça, ça va être, c'est-à-dire la même chose, ou même beaucoup plus énorme dans la ville, dans la cité de la capitale administrative. Ça va former, c'est-à-dire on peut aussi voir des concours de jeunes, par exemple là-bas, on peut voir des formations des jeunes dans divers domaines, dans cette cité de culture et d'art. Vous, en tant que professeur universitaire, c'est-à-dire en étant en contact direct avec la jeunesse d'aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'on doit adapter la culture à la jeunesse, c'est-à-dire pour les inciter à lire? Est-ce qu'on devrait plutôt mettre les livres sur les écrans, par exemple? Est-ce qu'on devrait changer le dialogue
littéraire, l'adapter plus à la jeunesse, ou est-ce qu'il faudrait garder la littérature et dire que la littérature est la littérature, surtout des siècles passés, et c'est à eux de s'adapter? Moi, je ne peux pas imposer quelque chose aux jeunes. Ça, c'est la règle générale, n'est-ce pas? Comme vous voyez, ou ce que nous voyons actuellement, pas seulement la lecture ou la culture ou n'importe, mais je dois les aider à s'adapter un peu à la culture. D'abord, il faut respecter notre culture, notre patrimoine. Ça, c'est un devoir à imposer aux jeunes et à les aider à respecter ça. Et peu à peu, ils vont s'adapter à notre culture et par suite, ils vont former eux-mêmes la culture qui leur convient, mais qui convient aussi, c'est-à-dire en respect à notre patrimoine et à notre culture. Qu'est-ce qui intéresse la jeunesse d'aujourd'hui? L'Internet, les programmes transmis sur l'Internet, le cinéma, la lecture aussi. Je vois que mais quel genre de lecture? Les romans, mais autre type des romans sur lesquels on a été nous-mêmes formés. C'est-à-dire on a été formés avec les œuvres de grands écrivains arabes et français. Eux sont formés maintenant avec d'autres écrivains qui vivent et qui leur donnent ce qu'ils veulent. Voilà la lecture actuelle. C'est-à-dire des écrivains contemporains, des écrivains... Contemporains, oui. Est-ce qu'ils s'intéressent, vous qui êtes professeur à l'université de Helwan, est-ce que, notamment professeur à la faculté des lettres, est-ce qu'ils s'intéressent à la littérature ancienne? Pas beaucoup, pas beaucoup. Ils sentent qu'on la leur impose. C'est lourd. C'est lourd pour eux, c'est lourd pour eux. Bon, mais ils connaissent que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de bien formation parce que ça nous a formés, cette littérature ancienne ou bien ces œuvres anciennes, c'est là avec laquelle on a été formés et eux, ils veulent quelque chose un peu simple. Voilà. Est-ce qu'il faut absolument donner ce taux énorme de littérature ancienne? Est-ce qu'on pourrait focaliser davantage sur la littérature contemporaine? Sans oublier la littérature ancienne. Sans oublier. Bon, parce que c'est ça ce qu'ils préfèrent, c'est lire les œuvres un peu faciles, même si ce sont de grands formats, mais ils veulent que la chose soit facile à... Au niveau du style et de l'idée. Oui, oui. Exactement. Style, idée, quelque chose qui leur convient à eux. Ou peut-être qui convient à leur monde, parce que nous savons exactement. que la littérature reflète l'époque. Oui. De l'auteur. Oui. Peut-être que ça reflète des époques qui n'ont jamais, bien sûr, qui n'ont jamais vécu, ou que personne n'a vécu au cours des siècles passés, mais peut-être qu'au fur et à mesure, ça s'éloigne davantage et le rythme est trop rapide à l'heure actuelle, donc ça ne leur convient pas peut-être. Exactement, parce qu'ils veulent quelque chose qui convient à leur société, à leur monde, à leur pensée. Tout ça, c'est pour bien prendre cette littérature et la vivre aussi. Docteur Fatma Khalil Mohamed, vous êtes professeur à l'université de Helwan. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, madame. Évidemment, c'est clair que l'art et la culture constituent un pont d'entente, un moyen de communication qui dépasse les capacités des contacts ou de la communication verbale. C'est un contact qui ne connaît ni frontières, ni politique.
C'est un contact qui ne connaît pas de distanciation, qui ne connaît pas d'entrave. C'est un contact qui ne connaît pas les barrières du temps. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.